Commencer les cours à 9 h ou encore avoir moins de devoirs, ce sont les solutions proposées par près de 130 citoyens aidés d'experts pour améliorer la scolarité en France. Ces mesures sont loin de faire consensus, mais alors que contient précisément le rapport et ces propositions pourraient-elles vraiment voir le jour? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de nos actus du jour. C'est donc au printemps qu'Emmanuel Macron a lancé une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Une centaine de citoyens, tirés au sort et représentatifs de la diversité des Français, ont eu 7 sessions de 3 jours pour élaborer un rapport qu'ils ont rendu public dimanche dernier. La question à laquelle ils devaient répondre était comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leur apprentissage, leur développement et à leur santé. Mais alors, quelles sont leurs propositions? Dans son rapport, la Convention citoyenne a formulé 20 propositions, mais attention, pour le moment, rien ne garantit qu'elles seront appliquées par le gouvernement. Les 130 citoyens proposent par exemple de débuter les cours à 9 h dans les collèges et les lycées contre 8 h actuellement. L'objectif serait de réduire la fatigue et d'améliorer l'attention des élèves. Selon de nombreux experts, beaucoup de jeunes manquent aujourd'hui de sommeil en raison de la puberté, du stress, des écrans ou des devoirs qu'ils doivent faire après les cours. Sur ce point justement, la Convention propose de diminuer les devoirs à la maison pour que la majorité puisse être faite sur le temps scolaire. Au niveau du réaménagement scolaire, le rapport propose de finir les cours à 15 h 30 dans les écoles et collèges et à 16 h 30 dans les lycées. L'objectif serait de laisser plus de place aux activités extrascolaires, artistiques ou sportives, avec des activités gratuites et choisies par l'enfant, gérées par des associations. Par ailleurs, les 130 citoyens avancent qu'il faudrait scinder la journée en 2 blocs. Le matin, on se concentrerait sur l'enseignement théorique avec les maths, le français, l'histoire, etc. Et l'après-midi, on laisserait de la place à un enseignement plus pratique, comme l'art plastique, la musique, le sport ou encore des ateliers de la vie courante, comme l'apprentissage du bricolage, de la cuisine ou encore de la gestion financière. La Convention propose aussi de réduire les cours à 45 minutes au lieu d'1 heure pour maintenir l'attention des élèves ou encore d'allonger la pause du midi à une durée d'1 h 30. Le rapport demande également de revenir à la semaine de 5 jours, donc du lundi au vendredi, avec le mercredi compris. Actuellement, les élèves de maternelle et élémentaire n'ont pas cours le mercredi dans 90% des communes en France, selon le rapport. L'objectif serait donc en quelque sorte d'avoir un jour d'école en plus pour désengorger les autres jours. La Convention souhaite instaurer au moins un voyage scolaire de 2 jours et 1 nuit par an et réduire les zones de vacances de 3 à 2 zones pour faciliter la vie des familles, ce qui pourrait toutefois impacter le tourisme. Et justement, concernant les vacances, en lançant la Convention, Emmanuel Macron soulignait que la France a des vacances plus longues que beaucoup de pays. Un tiers des citoyens de la Convention souhaitent d'ailleurs raccourcir les vacances pour alléger les journées de classe, mais la proposition n'a pas été retenue. La Convention citoyenne souhaite aussi interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, une proposition déjà formulée par Emmanuel Macron. Elle souhaite aussi mettre en place un plan de mobilité jeune pour que tous les temps de trajet entre le domicile et l'établissement scolaire n'excèdent jamais les 45 minutes. Enfin, le rapport propose aussi de réduire le nombre d'élèves par classe, de protéger les enfants de toute forme de violence, de faire de la santé physique et mentale une priorité et de stopper les suppressions de postes d'enseignants. À noter que des suppressions de postes sont envisagées dans le budget 2026. Mais alors, quelles ont été les réactions? Eh bien, globalement, les syndicats enseignants jugent les mesures proposées totalement déconnectées de la réalité du terrain. Par exemple, des professeurs interrogés dans différents médias soulignent que si les cours finissent plus tôt, de nombreux élèves se retrouveront contraints malgré tout de rester à l'école tard parce que les parents ne pourront pas les garder puisqu'ils seront au travail. Les cours de 45 minutes sont aussi remis en question. Certains profs estiment que le temps que les élèves s'installent, il ne restera pas assez de temps pour leur proposer un cours approfondi. Le SNES-FSU, le principal syndicat du second degré, donc des collèges et des lycées, explique que de telles mesures conduiraient à une impasse organisationnelle dont les effets seraient particulièrement défavorables aux élèves les plus en difficulté. Le SNALC, un autre syndicat enseignant, juge même que les 4 millions d'euros qu'a coûté la Convention citoyenne sont, je cite, 4 millions d'euros jetés par la fenêtre à cause d'un rapport complètement déconnecté du fonctionnement réel de notre pays. Alors pour nuancer, même si les syndicats n'y sont pour la plupart pas favorables, certains professeurs et parents d'élèves soutiennent quand même le projet, mais la majorité d'entre eux affirment que la priorité est aujourd'hui de redonner des moyens à l'école. Mais alors, que va-t-il advenir de ces nouvelles propositions? Les organisateurs de la Convention ont prévenu qu'ils seraient vigilants sur les suites données à leur travail. De son côté, le gouvernement devrait étudier les propositions et rendre son avis sur le sujet d'ici 2 semaines. À noter que cette Convention citoyenne est la 3e du genre à être organisée, après la Convention citoyenne sur le climat entre 2019 et 2020 et la Convention citoyenne sur la fin de vie entre 2022 et 2023. Le Parlement s'était clairement inspiré du rapport de la Convention citoyenne pour écrire la loi sur la fin de vie, mais on ne peut pas en dire autant de la loi climat de 2021. Selon le média spécialisé Reporter, cette loi n'avait repris que 10% des mesures proposées, tandis que les autres avaient été édulcorées ou écartées. À voir donc si le gouvernement s'inspirera ou non de ces mesures dans le futur. En tout cas, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Anne Génotet, citée par France 24, la réaction des syndicats enseignants traduit, je cite, une souffrance face aux conditions difficiles d'exercice de leur métier, et ces changements, s'ils ont lieu, ne pourront pas
être mis en place dès la rentrée 2026. Faudra du temps. On suivra évidemment tout ça. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a confirmé ce lundi sur RTL et M6 que des annonces concernant la transformation du service national universel seraient faites dans les prochains jours. Il n'a pour autant pas confirmé la création d'un service militaire volontaire en France, mais a affirmé que l'objectif n'était pas, je cite, d'envoyer nos jeunes en Ukraine. Alors on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit au cours de cette interview, mais le président a notamment évoqué la situation en Ukraine, affirmant que le plan de paix présenté par les États-Unis allait dans le bon sens. En cas de cessez-le-feu, Emmanuel Macron a indiqué souhaiter déployer, je cite, des forces de réassurance en Ukraine, des forces composées de soldats français. Il a aussi appelé la France à ne pas être faible face à la menace russe. Concernant la France, le président a notamment été interrogé sur une possible dissolution de l'Assemblée nationale, qui mènerait donc à des élections législatives anticipées. Sur ce sujet, Emmanuel Macron a répondu, je cite, « Je ne fais pas de politique fiction. Si vous voulez en savoir plus, on vous met des liens en description. » Deuxième actu, vu qu'on parle de l'Ukraine. L'Ukraine et les États-Unis ont élaboré ce lundi soir un cadre de paix en 19 points après plusieurs jours de négociations à Genève en Suisse. Ce projet est une version entièrement revisitée du plan précédent en 28 points jugé trop favorable à la Russie par les autorités ukrainiennes et dont on parlait la semaine dernière. Les points les plus sensibles, comme les questions territoriales et le statut de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux, sont en suspens et devraient donc être tranchés par le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon le gouvernement ukrainien. A noter que l'accord n'est toujours pas finalisé, mais les négociations avancent. Pour le moment, aucune rencontre n'est prévue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky pour finaliser ce plan. La Russie n'a pas non plus donné son accord. Ce lundi, le conseiller russe pour la politique étrangère, Yuri Uchakov, a qualifié la première version du plan de totalement contre-productive. Il n'a pas encore réagi aux changements effectués dans la nuit de lundi à mardi. En tout cas, pendant ce temps, les combats continuent. Des bombardements russes ont touché la capitale ukrainienne Kyiv selon les autorités locales, alors qu'une attaque de drone ukrainienne a fait au moins 3 morts au sud de la Russie selon les autorités russes. Troisième actu, la prise en charge du logement des femmes victimes de violences va être renforcée, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce mercredi. À travers un texte envoyé à chaque préfecture, le gouvernement garantit à chaque femme victime de violences conjugales ou intrafamiliales un hébergement d'urgence sécurisé, et ce, même sans dépôt de plainte. Il assure aussi un accompagnement professionnel et un relèvement prioritaire vers des logements sociaux avec des mesures de sécurité renforcées pour les femmes et leurs enfants. A noter tout de même que selon Vincent Jeanbrun, le ministre délégué en charge du logement et de la ville, l'admission à ce dispositif se fera, je cite, sur l'appréciation des professionnels à partir des évaluations réalisées par les différentes préfectures, sans préciser sur quoi allaient exactement porter ces évaluations. Selon l'ONU, 50 000 femmes et filles ont été tuées par un proche ou sous les coups de leur conjoint en 2024, soit une femme toutes les 10 minutes dans le monde. Le domicile reste le lieu le plus dangereux, représentant 60% des féminicides. Quatrième actu, l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique en France, a demandé le blocage du site américain Watch People Die, connu pour diffuser des contenus ultra violents et illicites. Il diffusait notamment des vidéos d'accidents mortels, des homicides ou encore de scènes de guerre. Il revendique sur sa page d'accueil plus de 4,4 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde. L'Arcom a donc assigné ce mercredi matin 6 fournisseurs d'accès à Internet, à savoir Orange, Free, Free Mobile, SFR, SFR Fibre et Bouygues Télécom, devant le tribunal judiciaire de Paris. Ça signifie qu'il les oblige à interdire l'accès au site en France dans un délai de 7 jours, avec une amende de 1 000 € par jour de retard. La ministre déléguée au numérique, Anne Le Henanff, a réagi, affirmant, je cite, que ce site n'a pas sa place en France. Cette procédure se base en fait sur le même article de loi que celui engagé en août dernier contre la plateforme Kik, après la diffusion en direct de scènes de maltraitance du streamer français Jean Pormanov. Cinquième actu, chez les jeunes de 15 à 24 ans, le nombre de diagnostics du VIH, donc le virus responsable du sida, a augmenté de 41% en 10 ans, selon une étude publiée ce mardi par Santé publique France. Cette augmentation, elle s'explique en partie par le fait que de plus en plus de jeunes ne se protègent pas. Selon une enquête de l'INSERM, en 2023, un quart des femmes et 15% des hommes n'avaient pas utilisé de préservatif lors de leur première fois. Autre facteur, les personnes utilisant des traitements comme la PrEP, qui diminuent les risques d'être contaminées, se protégeraient moins alors que les risques existent toujours. Selon Santé publique France, environ 11 adolescents et jeunes adultes sur 100 000 ont été diagnostiqués d'une infection au VIH en 2023. C'est moins que les adultes de 25 à 49 ans, puisque la maladie concerne un peu plus de 16 personnes sur 100 000 sur cette tranche d'âge. A noter que le VIH n'est pas la seule infection sexuellement transmissible en hausse. Cette augmentation des contaminations concerne aussi la syphilis, la chlamydia et la gonococcie. Sixième actu, au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont annoncé une trêve humanitaire de 3 mois. Mohamed Hamdan Daglo, leur dirigeant, a annoncé, je cite, une cessation des hostilités. Depuis avril 2023, ce pays d'Afrique de l'Est est plongé dans une guerre civile sanglante qui oppose les forces armées soudanaises, dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux forces de soutien rapide, une puissante milice paramilitaire menée par Mohamed Hamdan Daglo, alias Hemedti. Le conflit a fait au moins 150 000 morts, forcé 13 millions de personnes à se déplacer, et les Nations Unies décrivent la situation comme la pire crise humanitaire mondiale. Et cette trêve annoncée
annoncé fait suite aux négociations menées par les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, sauf que ce dimanche, le général de l'armée régulière soudanaise, donc le camp opposé aux paramilitaires des forces de soutien rapide, a jugé inacceptable la nouvelle proposition. Ils accusent les Émirats Arabes Unis de soutenir les FSR alors même qu'ils font partie de ceux qui négocient la paix. Les Émirats Arabes Unis sont régulièrement accusés de fournir des armes, des hommes et du carburant aux FSR selon de nombreuses enquêtes indépendantes, notamment de la part du Wall Street Journal, des accusations que le pays nie. Bref, pour le moment, cette trêve est unilatérale, donc elle ne va que dans un sens, on continuera de suivre ça. Et on termine avec cette info, le couple de pandas géants, Wanwan et Yuanzi du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher vont retourner en Chine, leur pays natal. Ils avaient été prêtés à la France par la Chine en 2012. Âgés de 17 ans, ils ont quitté le zoo ce mardi matin pour rejoindre la Chine. Leur départ a notamment été motivé par la santé de Wanwan, la femelle, qui souffre de problèmes rénaux, ce qui a précipité la décision de leur retour en Chine. Ces pandas avaient été prêtés à la France par la Chine, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du panda. Depuis plus de 100 ans, la Chine a pour coutume d'offrir des pandas pour sceller ou améliorer des relations diplomatiques avec d'autres pays, le panda étant un animal sacré en Chine. Et depuis 13 ans, les deux pandas ont contribué à l'essor du zoo au parc, qui a accueilli 2 millions de visiteurs en 2023. Le couple a même donné naissance à 3 petits pandas, un mâle parti en Chine et 2 jumelles qu'ils laissent derrière eux à Beauval, mais qui devraient les rejoindre en 2027. Le directeur du zoo, Rodolphe Delors, a déclaré à l'AFP vouloir rencontrer les autorités chinoises afin de, je cite, voir comment on peut poursuivre l'aventure panda bien au-delà de 2027. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.